Bonjour, Bonjour Raphaël Elisabeth. Toven. Merci beaucoup d'être ce matin. Vous êtes écrivain, philosophe ce matin sur LCI, parce que c'est vrai que c'est un début de campagne en fanfare et on se demande où on va. Vous allez nous aider à voir le chemin. La radicalité, à l'évidence, elle emmène, elle séduit Raphaël Toven. Les deux figures qui font sensation dans le débat en ce moment, on les cite, Sandrine Rousseau et Éric Zemmour. On ne les met pas tous sur le même plan, on ne les met pas sur le même plan. Mais ils ont la radicalité en commun. Voilà, ils la revendiquent. Oui. Ça veut dire quoi, la radicalité, dans le fond? C'est une façon de ne pas demander de compte au réel. C'est-à-dire de faire prévaloir le souhait sur le possible, en somme. Donc c'est une façon de ne pas s'engager, la radicalité. Vous pouvez souhaiter le meilleur des mondes et vous avez le sentiment, en le faisant, que vous n'avez plus de compte à rendre à la réalité. Les propositions d'Éric Zemmour et de Sandrine Rousseau, qui sont vraiment antagonistes, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose, mais elles ont en commun quand même cette démission du réel, cette démission idéologique du réel, c'est-à-dire le souci, soudain, de changer totalement de monde. Et cette tentation-là, qui ne débouche sur rien, qui n'a aucun effet, a néanmoins une vertu pour celui qui la brandit, c'est de le rendre extrêmement populaire. Vous ne pouvez pas, comment pouvez-vous vous opposer à quelqu'un qui souhaite, je ne sais pas moi, la résurrection de la France, ou bien comme Sandrine Rousseau, je ne sais pas moi, quelle mesure liberticide elle propose, peu importe si vous voulez. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que la radicalité n'engage pas. Contrairement à ce qu'on pense. Oui, motive, mais n'engage pas. Mais on a l'impression quand même qu'ils donnent une vision. Vous avez tout à fait raison. Ils ne parlent pas d'un tendance. Ils ne disent pas on va faire ça, ça coûte combien, etc. D'ailleurs, on ne leur pose pas tellement la question. Non. Mais en revanche, on a l'impression qu'ils dessinent, alors pour le coup, un chemin pour la France. Ils philosophent, pardon, je dis ça aux philosophes. C'est pas de la philo. En tout cas, c'est pas de la philo politique parce que pour une raison simple. Non, mais pour une raison très simple, c'est que si vous faites de la philosophie et de la politique en même temps, vous devez de souscrire à l'adage aronien de Raymond Aron, selon laquelle il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Non pas pour défendre le gouvernement, mais pour s'imposer de penser dans les limites du possible. Ça n'est pas de la philosophie que de brandir des idées dont l'abstraction dispense celui qui les brandit de rendre des comptes ensuite. C'est Camus qui pointe que la radicalité est une position confortable, deux fois confortable, d'abord parce qu'elle donne à celui qui la brandit une perception héroïque de son propre discours, et ensuite parce qu'elle ne l'engage pas. Et donc c'était la position des grands bourgeois qui s'opposaient à Camus. C'était à l'époque, dans les années 50, les Sartriens qui étaient vent debout contre l'auteur de L'Homme révolté, qui faisaient valoir que la vraie difficulté, c'était pas la radicalité. On peut tous être radicaux, c'est facile. Non, la vraie difficulté, c'est l'intranquillité. C'est l'incapacité de souscrire à un dogme plutôt qu'à un autre. C'est la nécessité de penser contre soi-même. Mais quand même, j'insiste, il parle de la France, par exemple. Il ne parle pas tellement, je disais, pas tellement des Français, les uns après les autres, on va vous aider à faire ci et ça. Il donne quand même, les gens ont l'impression d'avoir, en échange, une vision, encore une fois. Alors, oui, vous avez raison. Alors que les autres candidats paraissent un peu palos sur ce plan-là. C'est-à-dire que Éric Zemmour a une approche intellectuelle de sa propre démarche, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander si tout ça n'est pas qu'une vaste opération de promo d'un livre qui, une fois qu'il se sera bien vendu, fera dire à son auteur qu'en définitive, il n'est pas fait pour le métier de président. C'est pas impossible, ça. Ça, c'est une hypothèse sur laquelle vous pourriez parier. C'est une hypothèse, en tout cas, recevable. C'est du marketing, quoi. Il vend son bouquin. J'attends de voir. Il n'est pas impossible. Et là, ce serait vraiment un symptôme de l'époque et d'une certaine manière de la décadence de l'époque. C'est-à-dire le mésusage d'une fonction politique au profit d'une vente éditoriale. Il faudrait voir ça. Ce qui est certain, c'est que si Zemmour, désormais, renonce, alors il paiera très cher l'adhésion, l'ivresse parfois qu'il a pu susciter chez certaines personnes qui ne comprendraient pas que cet homme-là se détourne des responsabilités qu'il feint de réclamer. Ça veut dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'y aller ? Il s'est mis lui-même dans une situation très compliquée parce que je pense qu'il n'a pas envie d'y aller, mais qu'il n'a pas d'autre choix. Mais ça, c'est son problème. Est-ce que, alors, aux yeux des électeurs, est-ce que la radicalité peut être synonyme de responsabilité ? Quand on est dans l'isoloir pour mettre son bulletin de vote, est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, bon, voilà, c'est séduisant, comme vous le disiez, il ne parle pas du réel, mais il parle de fantasmes, etc. Est-ce que, au fond, ils peuvent quand même être pris au sérieux, les radicaux, au point d'être portés aux responsabilités ?
Moi, je ne crois pas. Je ne vois pas les conditions pour qu'un candidat pitre, hein, ou un candidat qui ne se soucie pas du réel, mais qui se soucie uniquement de ce qu'il propose ou du souhaitable, arrive aux affaires, ne me paraissent pas réunis en la circonstance. Tout dépend, en somme, du critère qu'on se donne pour son vote. Est-ce qu'on vote pour ce qui nous fait plaisir ? Si on vote pour ce qui nous fait plaisir, il y a des tas de gens qui adhèrent à ce que dit Éric Zemmour, d'autres qui adhèrent à ce que dit Sandrine Rousseau. Est-ce qu'on vote pour ça, ou est-ce qu'on vote pour changer les choses autant que faire se peut? Et en somme, l'alternative est là. Dans le cas d'un vote radical, vous renoncez au réel. Dans l'autre, vous renoncez à l'idéal, tout simplement. Vous renoncez à l'idéal au profit de la réalité. C'est quand même troublant parce que c'est au moment où Emmanuel Macron achève son mandat que ces thèmes identitaires explosent. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce qu'Emmanuel Macron incarne l'impuissance face à des problématiques souvent longtemps niées comme l'immigration? Et voilà, ça donne lieu à cette... C'est certainement le cas explosion. aux yeux des gens qui s'opposent à lui. C'est certainement le cas aux yeux des gens qui s'opposent à lui, seulement ça fait des années que ça dure à ce moment-là, à leurs yeux. Le fait que la campagne, le fait que la campagne commence et que le mandat s'achève suscite inévitablement des vocations. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est contrer Emmanuel Macron ne se fait que sur un terrain idéologique, c'est-à-dire qu'il faut opposer une vision du monde qui soit radicalement antagoniste, qui soit radicalement opposée à celle qu'il propose, sinon il sature trop l'espace. Donc il est naturel que dans ce contexte, le désir de table rase, le désir de radicalité, le désir d'un changement radical mais le désir, il s'est exprimé depuis 1980, changé la vie jusqu'au livre Révolution depuis 1962, depuis que le magistrat suprême est élu. Il y a des Français qui n'ont pas leur compte. Mais depuis que le magistrat suprême est élu au suffrage universel, c'est le principe même d'une élection. C'est le principe même d'une élection. Si l'on fait grand cas de son mécontentement et que l'on considère qu'il faut voter pour le contraire de ce qui gouverne, c'est une tentation qui existe depuis que les élections présidentielles se font au suffrage universel. Avez-vous remarqué, ça m'intéresse quand même, avez-vous remarqué que la totalité des candidats à la magistrature suprême depuis 1962, depuis l'élection du président au suffrage universel, 65, sont les candidats du changement? Tous se présentent comme les candidats du changement. Ce qui ne change pas en démocratie, c'est qu'une élection présidentielle au suffrage universel est inévitablement un mandat pour le changement. Ceci dure indéfiniment. C'est une partie qu'on rejoue dès que l'échéance se rapproche, tous les 5 ans, les 7 ans, depuis les années 60. Et manifestement, encore une fois, les Français... ne sont pas comblés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a le dégagisme qui se manifeste. Mais on a envie de changer à chaque fois parce qu'on a promis le changement et on l'a pas. Bien sûr, mais ce qu'on appelle dégagisme est une position qui, repose sur le sentiment que de toute façon le pouvoir est usurpé par ceux qui l'exercent. Donc il ne s'agit pas de dire le dégagisme est la conséquence d'une irresponsabilité ou la conséquence de mesures qui n'ont pas été prises, de décisions qui n'ont pas été prises, etc. Non, ça c'est la lecture qu'en donne le dégagiste pour faire de son comportement une conséquence, alors qu'en réalité, le dégagiste est dégagiste par principe. C'est comme celui qui s'abstient. L'abstentionniste. L'abstentionniste dit « je ne trouve pas dans les programmes de quoi me satisfaire ». Oui, mais d'accord. L'abstentionniste est celui qui a décidé en amont même du vote qu'il n'y aurait pas parmi ces politiciens pourris quelqu'un qui le satisfasse et qui pour cette raison a décidé d'emblée de ne pas voter. Pas seulement pourri. Quand les Français incompétent, votent, comme vous voulez. Non, mais quand les Français... Oui, alors plutôt incompétent, ou en tout cas qui n'a pas respecté, par exemple, le référendum. Et là... Quel référendum ? Le référendum sur Maastricht, sur les comptes... sur 1900... Non, le TCE 2005. Oui, 1900. Avec le traité de Lisbonne, 2005, vous voulez dire. 1900. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Alors, effectivement, Éric Zemmour fait une date de cet épisode, du moment où la France a voté non au traité. Non, mais prenons cet exemple. Il fait une date de cet épisode, du moment où la France a voté non au traité constitutionnel européen, alors que l'essentiel des dispositions du traité sont passées ensuite par voie parlementaire. Mais enfin, ça n'est pas l'Europe qui a imposé la ratification parlementaire d'un tel traité, c'est une décision de l'État. Faire à l'Europe le procès dans ces cas-là d'être une institution totalitaire qui s'impose à nous et antidémocratique me paraît en soi antidémocratique. C'est pas parce qu'une procédure est parlementaire qu'elle est antidémocratique et que le peuple est floué. Comment débattre? Alors c'est une question qui agite beaucoup les débats. Débattre avec Zemmour, oui ou non? Vous disiez il y a quelques jours, vous étiez
jamais fait autant insulter que quand vous aviez débattu avec Zemmour. Oui, ça c'est drôle. Moi j'ai accepté tout de suite de débattre avec Éric Zemmour quand il était sur CNews, donc même sur son terrain. Ça me paraissait très important et l'occasion de préciser un certain nombre de choses et aussi de marquer véritablement le choc des idées. Le choc des idées, c'est-à-dire de ressusciter en somme une querelle qui remonte à la fin du XVIIIe entre d'un côté les contre-révolutionnaires et de l'autre côté la pensée des Lumières. Et donc c'était l'occasion de mettre ça sur le tapis et de voir et de demander aux gens de se déterminer aussi. Je n'ai jamais été autant insulté de ma vie qu'à ce moment-là. Il m'est arrivé de recevoir des shitstorms, comme on dit. Jamais à ce point. Des shitstorms. Shitstorm, je ne connais pas l'expression. Des tempêtes de merde, voilà. Pardon de le dire comme ça, mais c'est ça hein, que vous recevez en ligne quand vous faites quelque chose qui déplaît à la majorité des gens. Et je n'ai jamais été insulté comme ça. Mais par qui ? Mais par les insoumis, principalement. Les 9/10 des insultes que je reçois de façon générale viennent des insoumis. Par les insoumis, les mêmes n'ont eu aucun mot d'excuse quand leur gourou est allé se présenter pour débattre avec Zemmour. Tous ont repris l'argumentaire qu'à l'époque j'essayais péniblement de leur opposer, qui était que l'extrême droite se combat. L'extrême droite ne s'appréhende pas avec une pince à linge sur le nez. Et comment on fait parce que l'expression de la modération, elle est beaucoup plus compliquée. Évidemment qu'une idée radicale ou simpliste. Elle est plus compliquée à exprimer, c'est plus long, et puis elle est moins impactante, elle est moins convaincante. Absolument. Donc on n'est pas armes égales. Quand vous défendez la mesure, c'est quand vous défendez la mesure ou quand vous défendez la nuance, vous partez dans un débat avec un handicap terrible. Vous partez avec un handicap terrible parce que vous n'êtes pas là pour plaire. Vous n'êtes pas là pour séduire, vous êtes là à chaque fois, quelle que soit la position, vous êtes là à chaque fois pour marquer les limites d'une position, les limites d'une adhésion. Et donc vous êtes constamment le jeteur d'eau froide, le jeteur de douche froide sur un discours qui ne fait référence qu'à lui-même et qui s'auto-entretient. Donc vous êtes dans cette position-là. Reste que c'est très important, par exemple, défendre la mesure. Ça n'est pas défendre le compromis à tout prix, la concession faite à l'adversaire, etc. Non, c'est défendre ce que Camus appelle la plus haute exigence éthique, c'est-à-dire défendre le fait que quand on réfléchit, quand on regarde autour de soi, on ne peut pas, sans amputer le réel, souscrire à un dogme. On ne peut pas souscrire à une seule vérité. C'est défendre cette idée-là. Défendre la mesure, c'est défendre aussi le fait que, par exemple, en matière de réchauffement climatique, tiens, c'est intéressant, en matière de réchauffement climatique, on peut souscrire à l'urgence climatique tout en considérant, parce qu'on est mesuré, qu'on ne peut pas sacrifier la liberté à l'urgence climatique, précisément parce qu'il y a encore plus important. La mesure, c'est cette empêcheuse de coucher en rond. Cette tension. C'est une tension entre les éléments dont on dispose et les moyens qu'on met en œuvre, et défendre la mesure vous met toujours dans une position désagréable. C'est encore plus difficile qu'au temps de Camus, parce que précisément aujourd'hui, voilà, on a des phrases très courtes qui circulent, qui imposent des idées. Et d'ailleurs, Zemmour, il impose ses idées dans le débat là. Mais Zemmour impose des idées dans le débat. Zemmour est à une altitude idéologique qui lui permet d'avoir le beau rôle. Il ne s'engage pas, il ne dit pas qu'il est candidat. Et donc, nanti de cette altitude que lui donne le fait... Qu'est-ce que ça va changer quand il le dira? Est-ce que vous dites que c'est inévitable, il s'est mis dans un corner? Je pense qu'il doit y aller, qu'il s'est privé du choix, mais enfin, il peut aussi, on ne va pas répondre. Qu'est-ce que ça va changer? On verra. Ça change qu'il va devoir rendre des comptes sur des faits très précis, pour le coup. Il va devoir parler d'économie, il va devoir s'adapter à la Constitution. Il le fera peut-être? Peut-être qu'il le fera. Bien. Mais un candidat du fantasme, un candidat du désir, comme c'est son cas aujourd'hui, un candidat qui donne aux gens qui l'écoutent et qui l'intéressent le sentiment qu'il est seul à proposer quelque chose, a tout à perdre à rentrer dans un débat concret sur des éléments réels et à proposer des solutions pratiques qui sont également inévitablement des compromis. Il a tout à perdre à le faire, donc il faut d'une certaine manière souhaiter qu'il le fasse. En ce qui me concerne, moi je souhaite qu'Éric Zemmour soit candidat. Je voudrais qu'Éric Zemmour soit candidat pour que justement les débats qu'on peut avoir avec Éric Zemmour ne soient pas simplement à l'altitude idéologique confortable de l'intellectuel qui se demande quel est le meilleur des mondes. Mais il peut y avoir des faux débats. Et puis il peut y avoir des limites au débat. Les débats, un débat, c'est un échange. On essaye de convaincre l'autre. Il y a des faux débats où chacun reste sur sa position. C'est très rare. Alors, ça ne fait pas avancer la. C'est vrai. Cause, c'est tout le paradoxe d'une démocratie. Une démocratie n'existe que par le débat, et elle le compromet
tout en le célébrant. On voit ça sur Twitter, par exemple. On ne cesse d'appeler les gens au débat, mais à la seconde où l'opinion est dissonante, immédiatement, elle est compromise, elle est tue. La démocratie appelle au débat et le compromet. Vous ne voyez jamais dans un débat, vous en avez animé plus que moi, mais vous ne voyez jamais dans un débat deux débatteurs dire l'un à l'autre c'est vous qui avez raison, ah mais non, je me suis trompé sur ce coup-là. Ou à la fin, bah oui, tiens, là-dessus, vous m'avez convaincu. Hors caméra. Hors Oui, caméra, ouais. voilà, hors caméra. Ouais. C'est tout le problème. Quand des débatteurs sont mandatés par leurs ouailles pour tenir ou dériver une ligne idéologique ou décliner une certaine vision du monde, on interprète cette humilité comme une faiblesse, alors que c'est une force. Moi, je voterai les deux mains, pour quelqu'un qui est capable de dire à son adversaire « c'est vous qui avez raison ». Mais ceci n'arrive pas. C'est tout le paradoxe de la démocratie. On célèbre le débat et on le compromet. Ce qu'on appelle débat n'est que la juxtaposition de monologues vindicatif. Alors, on va être un peu positif. On essaye. Est-ce que les succès des débats avec Zemmour montrent que les Français aiment encore la politique ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oh si, bien sûr, mais c'est pas la politique qu'ils aiment en l'occurrence, c'est leur Ils y pays croient auquel encore. ils sont attachés. Alors, ils aiment, et ils y croient encore. Ils ont envie d'y croire en tout cas, ils ont envie d'y croire. Il y a un désir de foi là-dedans, il y a un désir de croyance. Mais c'est vraiment une croyance, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui souscrivent à ce que dit Zemmour, en général, ne disent pas qu'il dit la vérité ou il dit la réalité. Ils disent qu'il aime bien cet homme-là parce qu'ils entendent enfin des paroles qu'il pensait tout bas depuis longtemps et qu'il est seul à dire. Et c'est cette position du mouton noir, qui n'est pas moins grégaire qu'un mouton blanc, mais la position du mouton noir trouve, quand elle n'a pas de compte à rendre, quand elle n'entre pas dans le dur de la campagne et des propositions concrètes, trouve un écho merveilleux. Zemmour est populaire tant qu'il n'est pas effectivement candidat. À la seconde où il le sera, ou s'il doit l'être, à mon avis, il perdra du terrain. À propos de compte à rendre, une petite question sur Sandrine Rousseau. Oui. Elle a perdu. C'est vrai, c'est la démocratie. On perd à 49,9 et son adversaire, Yannick Jadot, a gagné d'une courte tête, mais il a gagné. Oui. Or, Sandrine Rousseau, elle explique hier que les courbes étaient en train de se croiser. Avec quelques jours de plus, laisse-t-elle entendre, j'aurais gagné. Il n'y a pas tellement de doute, c'est sa phrase. Et appeler à voter Jadot, ce mouvement-là n'est pas automatique. Oui. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une chose toute simple. C'est que la qualité d'une candidature s'évalue aussi au comportement du candidat ou de la candidate une fois qu'il a perdu, une fois qu'il a été vaincu. On a avec une ligne, avec Mélenchon, Trump et à toute petite échelle, en l'occurrence Sandrine Rousseau, une tradition de candidats mauvais perdants qui font aux autres soit le procès d'avoir triché, soit qui nient les résultats, qui continuent 5 ans plus tard de continuer de penser qu'ils étaient en finale et qu'ils ont été floués, soit de gens comme Sandrine Rousseau qui, alors qu'elle a perdu, demande à son adversaire d'approuver la totalité de son programme et d'adopter lui-même la position révolutionnaire qui était celle de Sandrine Rousseau. La qualité d'une candidature s'évalue à son comportement et au respect de la défaite. On était prévenu quand Alice Coffin est allée demander à Yannick Jadot de se retirer tout simplement parce que c'était un homme. On est en présence là de gens qui font très peu de cas de la démocratie. C'est d'autant plus dommage d'ailleurs que la primaire des écologistes a été, d'une certaine manière, démocratiquement exemplaire. Ce sont des interlocuteurs qui promettent de changer la politique, par ailleurs. Oui, mais ils ne changeront rien du tout. Elle ne changera rien du tout, Sandrine Rousseau. Elle ne va rien changer du tout. Ce qu'elle a changé en la circonstance, c'est d'avoir proposé un discours radical qui plaît à des tas de gens et qui déplaît à encore plus de gens et qui, en lui-même, existe pour lui-même, mais qui ne changera rien. Voilà. La qualité d'un politique s'évalue à la nature de son comportement, à la façon dont il se conduit quand il perd. Notamment face à la défaite. Oui. Merci infiniment, Raphaël Enthoven, de nous avoir mis tout ça en perspective avec vos partis pris, vos convictions, qui sont toujours extrêmement claires aussi. Vous allez vous engager dans une revue qui s'appelle Franc-Tireur avec Christophe Barbier, Eric de Couty et Caroline Fourès, qu'on retrouve tous les mardis sur LCI d'ailleurs. Elle sort quand, cette revue? Je pense mi-novembre. Pour tout vous dire, mi-novembre. C'est une revue qui est née de l'immense lassitude que nous inspirent les Yaka Faucon, les professeurs de vertu ou bien les idéologues. On a réuni des tas de gens qui ont en commun d'en avoir marre du n'importe quoi et qui, sans se connaître, d'ailleurs, se sont reconnus. C'est une sorte de famille, une famille choisie qui est en train de naître. Ça arrivera en pleine campagne présidentielle. Passionnant. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven.